Salut, c'est Patrick Degg, alias Pi, de Gros Camion. Vous écoutez VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9 Magazine, on reçoit dans nos studios l'animateur de radio JC Ouellette. Par la suite, Stacy s'entretient avec l'artiste Sonia Reed. Et en terminant, nous étions au spectacle du groupe de musique Gros Camion. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à VP9 Magazine. Ici Stacy Murray et aujourd'hui, nous sommes dans les studios de P34K Multimédia pour rencontrer l'animateur de radio Jean-Christophe Ouellette. Mais avant, je vous invite à regarder un reportage sur l'auteur Sonia Reed. Je suis en compagnie de l'auteur et peintre Sonia Reed. Bienvenue à VP9 Magazine. Merci. Avant de parler de ta carrière d'écrivaine, tu as un parcours assez unique, Sonia. Explique-moi quel métier tu faisais avant. De formation, je suis ingénieure mécanique. J'ai une maîtrise en gestion de projet. Donc, dans l'univers même des pâtes et papiers, là, très cartésienne à l'époque. En 2003, ta vie change complètement. J'aimerais que tu me décrives dans tes mots les événements. En 2003, une époque où je disais la vie est belle. Là, j'étais enceinte de ma deuxième petite fille. J'avais un conjoint, on voyageait un petit peu partout dans le monde, il était en démarrage d'entreprise. Moi, j'avais ma carrière, tout allait bien, on disait même la vie est belle. Et il a pris l'avion, puis le vol dans lequel il était passager s'est tout simplement écrasé à Charlotte, en Amérique du Nord. Donc, pour moi, ça a été un gros bouleversement dans ma vie. Là. C'est quelque chose qu'on voit dans les films, on entend ça dans les médias, mais on pense que ça ne nous arrive jamais. C'était un gros point de bascule là, dans ma vie personnelle et dans ma carrière et dans tout le reste également, bien entendu. Suite à ces événements, tu sors ton premier livre intitulé « Et la vie continue ». Explique-moi ton objectif avec le livre. Premièrement, j'ai jamais envisagé écrire. C'était bon, je l'ai mentionné, j'étais une ingénieure, une fille de chiffres. Mais quand ça m'est arrivé, quand mon mari est décédé, j'écrivais souvent dans un journal. Je trouve qu'écrire ça peut être thérapeutique. Ça permet de laisser passer des émotions sans faire de peine à personne autour, peut-être avec l'espoir que peut-être de quelque part on m'entendait quand même. Mais 5 ans jour pour jour après le décès de mon conjoint, alors que j'étais dans un avion pour retourner sur les lieux d'accident où il y avait des cérémonies, j'étais avec mon journal, puis on dirait que je me suis mis à écrire, puis j'ai comme su que j'allais publier. Je me suis dit, ça fait 5 ans, mais je suis encore dans un avion, je vais te rejoindre, mais tu ne seras pas là, mais je pense qu'on a une histoire à raconter. C'est devenu évident pour moi, même si ça représentait une montagne de difficultés. Là, j'avais aucune idée de c'était quoi écrire un livre à ce moment-là, mais je pense que mon intention était un peu payée au suivant. À travers tout ce qui m'était arrivé pendant les 5 ans, j'ai été super bien accompagnée. Ça n'a pas été facile, mais des fois, ça a été des gens, un livre, un mot, un message qui sont arrivés sur mon chemin. Fait que je me suis dit, si je peux redonner une partie de ce qu'on a pu me donner, je serais contente. Fait que si ça peut aider une personne, je serais heureuse. Et finalement, le livre est devenu best-seller, puis je reçois encore presque à chaque semaine, puis on est quasiment 8 ans plus tard, je reçois toujours des messages et c'est au-delà de ce que je pensais. Au début, je pensais pour des gens qui allaient peut-être être enceintes, perdre leur conjoint. Et finalement, les gens m'écrivent dans tout environnement. Là, ils ont eu, des fois, c'est une perte d'emploi, un deuil quelconque, et ils vont venir m'écrire en me racontant eux autres leur histoire. Pas parce que je leur ai dit quoi faire, parce que j'ai juste partagé la mienne. Puis on a chacun nos façons de vivre des deuils, mais c'est le fun de ne pas se sentir tout seul, de savoir qu'il y a des gens aussi qui peuvent passer des moments difficiles, mais surtout qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Au sujet de l'improbable destin d'Irène, c'est un sujet qui est quand même assez difficile. Oui, tout à fait. Ça a été quand même toute une aventure d'écrire, parce qu'on est tous humains, hein? Et je veux dire, qu'elle a vécu le génocide quand elle était très jeune. Elle a vu ses sœurs, ses frères, parents se faire tuer devant elle. Donc, c'était difficile pour elle de raconter, c'était difficile pour moi de recevoir. Il y a des périodes où c'était long parce que
elle avait de la misère à aller au fond des choses, puis je pouvais vraiment le comprendre. Puis quand elle y allait, bien, c'est moi qui dormais mal le soir. Fait que je me disais, mon Dieu, quelqu'un peut-tu vraiment avoir vécu tout ça? L'idée d'écrire était non pas d'être dans la misère, mais je pense des fois, il faut le raconter pour voir comment l'humain est fort, comment l'humain peut transcender tout ça. Mais beaucoup plus de donner espoir que... Irène dit toujours que, dans le fond, ce qui nous arrive ne définit pas qui nous sommes. On a toujours le choix. Parce qu'après avoir vécu des choses aussi difficiles, bien, on peut rester dans le traumatisme ou on peut décider d'aller vers l'avant. Puis cette fille-là a eu un parcours complètement incroyable, là. Et c'est le fun aussi de voir à travers toute son histoire comment on voit bien qu'on a chacun un chemin. T'sais, elle allait à un endroit, puis il disait non. Puis le lendemain, elle retournait, puis tout le monde était mort. T'sais, c'est comme si elle avait comme une bonne étoile. Fait que je trouve que c'est dans une histoire vraie. T'sais, des fois, on pourrait inventer des histoires, mais là, quand tu regardes ça, tu te dis, je pense qu'il y a un grand plan qu'on ne choisit pas tout simplement, là, qui est différent pour chacun. Mais je trouve ça le fun de partager ce genre d'histoire. Puis en même temps, il y a un parallèle avec ton premier livre d'avoir l'espoir. Exactement. Donner l'espoir à ceux qui ont vécu des choses difficiles. Qui ont vécu des choses difficiles, puis qui peuvent rester aussi, ou souvent, c'est qu'on pense qu'on est tout seul. Puis les gens ne vont pas vivre les choses de la même façon. Mais quand on voit que d'autres personnes sont passées ou d'autres personnes ont eu des périodes plus difficiles dans leur vie, puis, oups, moi, je trouve que ça donne espoir. Fait que c'est effectivement la trame, je dirais, derrière les livres que je vais accepter d'écrire, parce qu'à la base, c'était pas ma première vocation. En terminant, Sonia, est-ce que tu écris toujours? Oui, j'écris. Après les 3 livres que j'ai publiés, j'ai accompagné d'autres gens dans l'écriture, dans le processus d'écriture, à faire de la relecture ou un peu d'accompagnement. J'écris de temps en temps, pas autant que je voudrais dans un journal, mais tranquillement nourri un projet d'écriture. On m'a toujours demandé s'il y aurait une suite à La vie continue. Et je vous dirais que ça mûrit. Ça va être à devenir, mais c'est des processus qui sont longs. Fait que c'est pas dans un avenir nécessairement rapproché. Mais oui, j'aimerais écrire et probablement la prochaine fois plus de ma propre expérience que d'aller vers une biographie. Sonia, merci beaucoup. Merci. Poursuivons dans la musique et découvrons le groupe Gros Camion. Ici Gabrielle à la source de la Martinière pour VP9 Magazine et aujourd'hui, je suis avec Dominique et Patrick du groupe Gros Camion. Salut les gars! Salut, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes, merci. Là, vous êtes ici ce soir parce que vous lancez votre premier album Tête à queue. Félicitations! Merci. Comment vous trouvez ça? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Très enthousiaste de enfin pouvoir recommencer après avoir été confiné aussi longtemps. Fait que yes, on part ça ce soir, on vient boire une bonne bière frette pendant un 5 à 7. On lance notre album. Vous lancez votre album sur un trailer de camion, c'est assez thématique. Est-ce que ça correspond à ce que vous vous attendiez de votre lancement d'album? Absolument pas. Je te dirais que si on recule il y a rien que 2 semaines, on pensait peut-être faire un streaming live. On n'en avait aucune idée. Je te dirais qu'on n'avait pas envie de le faire, un streaming live. Tout le monde était parti là-dessus. C'était pas très original. On s'est dit, on va faire un stunt. Et là, avec la réouverture des bars, notre stunt est un peu brûlé. Bien, ça, c'est un stunt en soi, là. Yes. Parce que vous êtes tous membres de d'autres groupes de musique. Qu'est-ce qui vous a amené à jouer ensemble? De s'être dit pendant plusieurs années, moi puis le drummer du band, qu'on allait faire de quoi ensemble à un moment donné. Jamais ça fitait dans les cédules. Puis là, à un moment donné, il y a eu des séparations de groupes ou des artistes d'un autre côté qui faisaient d'autres projets. Le timing était parfait. On s'est embarqué là-dessus. Gros Camion, vous parlez de la vie de camionneur, mais avez-vous déjà pratiqué le métier? Moi, oui. Mais est-ce que les camionneurs écoutent votre musique? Visiblement, oui. On a sorti un single un jour de grosse tempête, une track qui s'appelle « Sa neige », puis ça a été partagé sur plusieurs sites de camionneurs, justement. Ils ont trouvé ça, l'idée vraiment cool. Fait que oui, il y a l'air d'avoir des camionneurs qui embarquent dans le film. Puis des déneigeurs aussi? Des déneigeurs à plancher, effectivement. Y'en a tombé une salle.
paroles sont assez crues, c'est vraiment à la dure. Comment, en fait, c'est quoi l'effet que vous voulez créer avec des paroles comme ça? Ben, un peu écœuré de la légèreté, tu sais, puis de toute cette censure-là, souvent, on vit dans une époque comme ça, là. Le gros camion, c'était ça le trip. La pédale dans le fond, les beats dans le fond, on choque, on a du fun, c'est propice à ça, tu sais, je veux dire... C'est pas fait pour blesser, mais c'est quand même des chansons crues, faut le dire. C'est grivois un petit peu. Gros camion, vous parlez de la vie des camionneurs. Est-ce que c'est un thème qui va se perpétuer dans le temps pour d'autres albums? Non, pas nécessairement. Vraiment juste le concept du camion qui fonce dans le tas. C'est plus ça que juste parler de tunes par rapport aux camionneurs. Il y a une chanson qui s'appelle Gros camion sur l'album qui parle de camionneurs, mais c'est la seule. Le reste n'a rien à voir. C'est des histoires, des faits vécus, toutes sortes de conneries qu'on raconte, mais non, ça nous handicapera pas pour la suite, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, Patrick et Dominique de Gros Camion. Bon show à soir, bon lancement. Merci beaucoup. Très gentil. De retour à VP9, très contente d'accueillir via Zoom Jean-Christophe Ouellette, mieux connu sous le nom de JC Ouellette. Bienvenue. Salut. Avant la radio, tu étais dans le domaine de la musique. Oui, j'ai travaillé en fait, j'ai fait de la musique très jeune, puis le seul moyen à l'époque de faire des shows dans une région comme moi, là, moi je viens d'une petite région dans le coin de Plessisville, un petit village de 600 ou 700 habitants. Puis le seul moyen de faire des shows, c'était de les organiser. Sinon, il n'y a personne qui pouvait nous repêcher. Fait que je me suis mis à organiser des shows, puis de fil en aiguille, je me suis mis finalement à juste faire ça. Je me suis fait engager à Montréal. Je suis devenu agent de spectacle et directeur de tournée pour un paquet de groupes un peu plus underground de Montréal, des compagnies indépendantes. J'ai fait ça jusqu'à l'âge de 28 ans quand même. Hein, puis comment s'est fait le lien entre la musique et la radio? Puis il n'y en a pas vraiment. J'ai juste... c'est qu'à un moment donné, j'avais ma conjointe, que j'ai toujours d'ailleurs, puis on voulait des enfants. Puis ma vie de l'époque, c'était des tournées à toutes les fins de semaine. Puis des fois même, je partais pour un mois de temps. On faisait le tour du Canada. Fait que ma blonde, un moment donné, a dit toi, des enfants, tu vois ça comment? Là? Comme moi, je m'en occupe, puis toi, tu sacs ton camp. Puis... Fait que j'ai eu comme une réflexion. J'étais un peu aussi tanné parce que c'est quand même une vie... c'est ce que je voulais faire. Je voulais le vivre, ce trip-là, mais c'est une vie qui est difficile pour le foie, premièrement, parce que c'est beaucoup de parties, ta vie, c'est de gérer des parties. Puis c'était un questionnement que j'ai eu avec moi-même, premièrement, puis avec ma conjointe. Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis étant donné que la gueule ne m'arrêtait jamais... j'avais déjà pensé, quand j'étais jeune, je tripais sur la radio, j'appelais dans les lignes ouvertes. J'avais fait la radio étudiante à Polyvalente, au cégep. Fait que c'est quelque chose qui est revenu. Je suis allé finalement regarder ce qu'il pouvait avoir comme option. Je me suis finalement inscrit à Québec au CRTQ à l'âge de 28 ans. J'étais le plus vieux de la gang. Puis moi, j'avais vraiment l'objectif de faut que je sorte d'ici avec une job. Je peux pas, j'étais pas là pour... j'étais pas au cégep. Il y a beaucoup de plus jeunes qui allaient là et qui ne savaient pas trop. Fait que je pensais un peu pour une espèce de pas un nazi, mais moi, je travaillais et je voulais apprendre le métier. Il fallait que ça roule. Là, puis finalement, en sortant de là, j'ai été engagé à Chèque FM en Beauce. J'ai travaillé 2 jours. Parce que finalement, je me suis fait appeler tout de suite par Radio X pour faire des essais les soirs, les fins de semaine. Puis je suis resté là, ça fait 12 ans. Tu as co-animé l'émission Montréal Live pendant près d'une décennie. J'imagine qu'on évolue plus vite avec un collègue qui a de l'expérience journalistique comme Dominique Moret. 8 ans, en fait, avec Dominique Moret. Puis effectivement, Dominique Moret, il a un gros background, lui, dans les médias, de journaliste écrit, télé, radio. Il a à peu près tout fait ce qu'il avait à faire. Puis au départ, c'était un mismatch. Puis il y a beaucoup de gens qui me disaient ça va durer 6 mois, ça ne marchera pas. Dom Moret,
que j'apprécie énormément, mais qui est très rigide, très demandant, mais en même temps, c'est pas, on n'est pas dans une radio communautaire. Il faut que ça soit bon, il faut que ça livre, il faut travailler fort. Puis ça, c'est des valeurs que moi, comme je te parlais au CRTQ, moi, j'étais le Dominique Moret de ma classe. Fait que ça, finalement, malgré qu'on a souvent des idéologies ou des réflexions assez différentes, ça a super bien marché. On est restés ensemble pendant des années. Puis je pense qu'il appréciait aussi ce que j'amenais, puis j'appréciais aussi beaucoup ce qu'il amenait. J'ai beaucoup appris avec lui, évidemment. Ça a été une aventure exceptionnelle, sauf me lever à 3 heures du matin. À l'époque où on a switché le matin, là, c'était moins le fun, mais ça n'avait rien à voir avec Dom Moret. Puis à répondre à ta question, effectivement, ça avance vite quand tu as quelqu'un qui connaît le chemin déjà. Là. À la base, Moret Live, c'est une émission d'actualité. Vous avez quand même réussi à ajouter de l'humour, à intégrer l'humour efficacement. Oui, puis c'est un peu pour ça qu'il était venu me chercher, parce qu'à l'époque, moi, je travaillais à Radio X2 avec Marteau Napoli dans le temps. Puis ce n'était que du burlesque, puis c'était vraiment une émission à saveur assez humoristique. Puis moi, je faisais beaucoup de production, je faisais des chansons humoristiques, je faisais des sketchs, je faisais un paquet de trucs que Moret voulait justement intégrer dans son show, qu'il y avait moins à l'époque. C'est un peu la raison pour laquelle il était venu me chercher, puis c'est un peu ce que j'ai apporté aussi dans son show. Mais tu sais, la radio, c'est du son, mais moi, dans ma tête, il faut créer de l'image, il faut réussir à faire une espèce de backdrop sonore qui va faire en sorte que l'auditeur va presque voir la radio. Là, je trouve ça important. On te connaît comme animateur à Choix Radio X depuis 12 ans. Parle-moi des changements marquants dans ton domaine. Ben, puis c'est vrai que depuis 12 ans, justement, les changements se sont beaucoup accélérés. C'est sûr que l'Internet fait peur à beaucoup de médias traditionnels, mais je pense que, en tout cas, de ce que je vois pour l'instant, en tout cas pour la région de Québec, je trouve que la radio est probablement la moins touchée par ça, parce que facilement, la radio peut se ramasser sur Internet, ça peut devenir des podcasts, et la radio a un petit côté live, un petit côté en direct qui est assez pertinent à peu près tous les jours, juste pour le trafic, pour les incidents qui arrivent, pour il y a ce petit réflexe-là que les gens ont encore quand il arrive quelque chose d'allumé à la radio, voir s'ils en parlent à la radio, voir s'il y a des nouvelles, quand il arrive justement des trucs, puis c'est triste, mais comme la mosquée de Québec, exemple, la radio devient rapidement le seul moyen de s'informer dans une ville comme Québec. JC, ça devait être spécial d'être l'invité pour une fois? Oui, pour vrai, ça me stresse depuis hier. Me voir comme je me vois là dans mon Zoom, là, c'est quelque chose que j'aime pas. Je suis pas habitué, en fait. Il faudrait m'amener que je m'habitue à ça. Là, mais oui, c'était spécial, c'était stressant, mais pas aussi stressant que ton accouchement qui s'en vient. Ben, merci. Ça fait plaisir. Je te souhaite bonne chance, d'ailleurs, pour ça. Merci beaucoup. C'est ce qui termine cette émission. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour en apprendre davantage sur tous nos reportages. Je suis Stacia Murray et vous écoutiez VP9 Magazine.